Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à l'atelier Comment générer des leads à l'international. On va commencer tout de suite parce que il ne faut pas qu'on dépasse 16h30, on m'a dit, parce que derrière ça enchaîne avec une autre conférence, donc on va essayer, et on a plein de choses à vous dire. Donc on va essayer de tenir le timing et pouvoir garder du temps si vous avez des questions à la fin. Alors, on est sur un atelier comment générer des leads internationaux. Je vous ai mis des petites définitions. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est qu'un lead, mais c'est important de resituer le contexte. C'est un atelier qu'on a déjà fait, mais avant le Covid. Donc là, on s'est dit, on va remodeler un petit peu l'atelier, parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous avaient des méthodes commerciales bien établies, avaient des dispositifs qui soient digitaux, physiques, déjà en place avant la crise. On est pour beaucoup d'entre vous sur des actions à l'export, donc beaucoup de voyages, et nécessairement, la crise qu'on vient de connaître a eu des impacts. Donc, nous sommes 3 personnes pour animer cet atelier. Donc, on va se présenter chacun notre tour, et puis après, on va pouvoir commencer l'atelier. Bonjour. Oui, c'est bon, ça marche. Je suis Franck Nadal. Je suis directeur export d'une société agroalimentaire qui s'appelle La Mer Poulard. Donc, j'imagine que vous voyez un petit peu ce que c'est. Je lève de suite un quiproquo, donc je n'exporte pas d'omelette à l'étranger. C'est pas ce dont il s'agit du tout. Donc La Mer Poulard, une société qui a 2 pôles, pour faire simple et rapide. Un pôle touristique avec les établissements au Mont-Saint-Michel, donc 8 hôtels, 7 restaurants, des cafés, des sandwicheries, des magasins de souvenirs, etc. etc. Donc très très ancré autour de l'histoire du Mont-Saint-Michel, et qui est devenu une marque iconique de par son restaurant connu en France, mais aussi au-delà des frontières, et de sa fameuse omelette. Donc ça, c'est le premier pilier qui est vraiment lié à l'histoire du Mont-Saint-Michel et au tourisme. Et le second, auquel j'appartiens, qui est une biscuiterie, en fait, qui a été créée. Alors, ça arrive, l'histoire de La Mer Poulard date d'il y a 130 ans. La biscuiterie, c'est plus 30 ans. Donc, une biscuiterie qui a été créée, donc un pôle alimentaire, qui est à 30 km du Mont-Saint-Michel. Et voilà, donc ils fabriquent des produits qui aujourd'hui sont tout à fait dans l'air du temps, hein, des bons produits avec des ingrédients simples, du bon beurre, etc. À part qu'on fait ça depuis toujours. Et donc moi, je suis responsable du développement international de ces biscuits. Aujourd'hui, on exporte dans une 50aine de pays avec des positions plus ou moins fortes suivant les pays. On a une zone quand même de prédilection de par la clientèle du Mont-Saint-Michel qui est l'Asie. Parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques et notamment de Japonais qui se rendent au Mont-Saint-Michel. Merci Franck. Et donc vous avez pu goûter les gâteaux du coup de La Mer Poulard sur le salon, visiblement avec beaucoup de succès. On dit biscuits, on ne dit pas gâteaux. Les biscuits. Et ben voilà, parce que la précision est faite. Merci Franck. Pour ma part, Guillaume Degré, donc bonjour à tous. Moi, je suis directeur associé d'une agence de web marketing qui s'appelle Noise, qui est impliquée notamment dans les projets en France, de visibilité en France et à l'international. Et donc nous sommes à Saint-Herblain, mais aussi dans 6 autres villes en France, et donc dans une dizaine de pays en Europe et dans le monde. Donc moi, je vais plutôt intervenir sur des éléments un petit peu plus techniques dans cette intervention. Et donc voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et donc moi, je suis Arnaud Fournier, je suis le directeur adjoint de la communication d'Audencia, école de management à Nantes, Paris, et ayant plusieurs campus à travers le monde. Donc j'ai le plaisir d'animer cet atelier. On a essayé de créer un plateau avec justement une partie expertise, une partie client, pour essayer de donner une visibilité un peu complète des problématiques de génération de leads via les dispositifs digitaux, mais pas que, pour essayer de vous apporter le maximum d'infos, d'astuces, de partage d'expériences. Alors, comme je vous expliquais au début, le contexte de cet atelier, c'est on va partir du bilan d'une stratégie commerciale existante, avec un certain nombre de leviers, avec un certain nombre de dispositifs, un constat de ce qui a été arrêté du fait de la crise, donc toujours avec le prisme de la partie exportation, hein, bien entendu, avec la volonté de faire du commerce à l'international. La manière dont vous avez dû vous adapter
sur la période qui est quand même une période qui a été assez longue. Et on se dit qu'il y a eu votre stratégie historique, ce que vous avez fait un peu dans l'urgence, et maintenant c'est le bon moment de reconstruire une stratégie en se disant est-ce que je garde, est-ce que je garde pas les dispositifs que j'ai mis en place en urgence. L'idée, c'est pas de forcément refaire ce que vous avez fait et revenir à votre stratégie historique. Je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision un peu vertueuse de ce qui vient de se passer et de se dire, OK, dans tout ce que j'ai mis en place, ou tout ce que mes collègues ou concurrents ont pu mettre en place, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent devenir pérennes? Donc je passe la parole à Franck pour qu'il puisse partager un petit peu, lui, la manière dont il a vécu tout ça. Alors, si on regarde dans le rétroviseur un petit peu, il y a 18 mois, mon métier, donc encore une fois, développer des marques françaises d'agroalimentaire à l'étranger et d'essayer de bâtir des positions là-dessus était véhiculé par certaines choses qui étaient assez, je vais dire assez typiques. Hein, tout le monde faisait ça, c'est-à-dire vous vous rendiez physiquement sur des marchés, vous preniez l'avion, donc voilà, on était un bon client d'Air France et d'autres. Voilà, vous traversez la planète ou l'Europe pour aller voir vos clients ou vos prospects, étant donné que vos clients, typiquement dans un métier comme le nôtre, ça peut être plusieurs choses, mais le schéma le plus classique, c'est ce qu'on appelle des importateurs-distributeurs, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des entreprises qui représentent votre marque, souvent en exclusivité, ainsi que d'autres marques. Donc voilà, ils vont représenter la Mère Poulard, ils vont présenter une boisson, ils vont présenter d'autres cookies, des bonbons, etc. Souvent en exclusivité, ils ont une force de vente, ils ont une capacité de stockage, etc., de logistique. Et donc c'est vraiment notre bras armé sur un pays déterminé. Donc ça c'est un schéma. Après on a des schémas qui sont aussi directement via des agents, on vend directement à ce qu'on appelle des retailers, donc des chaînes de magasins. Ou alors on peut avoir aussi, ça existe aussi, des flux directement avec des enseignes. Vous vendez, je sais pas moi, à Carrefour en Argentine ou Costco au Mexique par exemple. Donc là, typiquement, c'était une démarche de prospection. Vous preniez l'avion et vous alliez voir des prospects pour essayer de bâtir des nouveaux business ou d'entretenir des business existants avec des partenaires existants. Le deuxième vecteur, c'était aussi quelque chose physique. Hein, c'était des salons spécialisés dans l'agroalimentaire. Donc, pour en mentionner quelques-uns, le CIAL à Paris ou en Allemagne, l'ISM ou la Nougat. Il y en a plein d'autres dans plein d'autres pays. En tout cas, nous, c'est les principaux auxquels on participé. Donc là aussi, même chose. Vous rencontriez vos clients face à face, vous faisiez des revues d'affaires. Et également, l'objectif, c'était de recruter des nouveaux clients qui viennent en complément du schéma de vente et du dispositif de vente que vous aviez. Typiquement, trouver un nouveau pays dans lequel vous n'êtes pas, avec un distributeur qui s'intéresse à votre marque et auquel vous pouvez faire confiance. Après, il y avait d'autres actions. Donc, il y a Business France, par exemple, Bretagne Commerce International. Alors, je dis Bretagne Commerce International parce que la société est basée, la biscuiterie est basée en Bretagne, bien que le Mont-Saint-Michel ne soit pas en Bretagne. Voilà, soyons précis. Et l'ANIA, par exemple, ce genre de choses, qui organise des missions pour vous aider à entrer dans des marchés dans lesquels vous n'êtes pas. Donc, des missions d'accompagnement, ça aussi, c'est des choses qu'on faisait. Et enfin, et de manière, j'insiste peut-être un peu lourdement là-dessus, c'est tout simplement le réseau. Hein, donc le réseau qu'on a et que vous avez pu bâtir au cours des années dans lesquelles vous avez travaillé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est prépondérant. Si vous avez le réseau, ça donne quand même des courts-circuits qui sont appréciables. Voilà, donc ça, c'était il y a 18 mois. Depuis, il s'est passé un petit électrochoc avec le Covid. Et ça a marqué un coup d'arrêt sur tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Donc, je crois que la dernière fois que j'ai mis l'avion depuis 18 mois, c'était il y a 10 jours
pour un voyage, mais voilà, donc impossible de voyager, impossible de participer à des salons, le CIAL, la Nougat, l'ISM, tout a été annulé, arrêt des missions pays, en tout cas en présentiel, et puis également, et ça c'est important, c'est tous les effets en fait en chaîne qu'a pu provoquer la crise sanitaire. J'ai des clients qui ont baissé le rideau temporairement, hein, des chaînes de magasins, aussi bien aux États-Unis, parce qu'ils ne faisaient pas que de l'alimentaire, donc ils ont baissé le rideau pendant 3 mois, 4 mois, ils réouvraient, ils refermaient. Donc ça, c'est évidemment des replis de marché importants. Également, après des pans de magasins ou d'activités qui se ferment. On était très présent, par exemple, à Hong Kong, dans des duty-free. Alors, les duty-free, ce n'est pas dans les aéroports à Hong Kong, c'est souvent à la frontière avec la Chine. Il n'y avait plus personne dans ces duty-free parce qu'il n'y avait plus de voyage, tout simplement. Ensuite, il faut bien penser aussi que c'est voilà, donc c'est la crise, on repart en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Les chefs de rayon, les décideurs de la grande distribution, ils se replient sur des choses qui sont basiques. Donc, c'est-à-dire le biscuit à 4 $ français qui est pas sur la liste de courses des consommateurs, tout le monde s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que la logistique, remplir les rayons avec des besoins de première nécessité. Voilà quelle était la priorité des décideurs durant toute cette période. Et donc, tous les projets qui sont là, donc les choses que vous avez commencé à semer, sont complètement gelées du jour au lendemain. Je rajouterai 2 choses. Un effet aussi qui a eu indirect sur les taux de change. Voilà, moi, si je prends 3 monnaies qui m'intéressent, le dollar, le yen et le won coréen, bon, voilà, il y a des impacts négatifs pour nous, entre 10 et 6% au cours de l'année passée. Et également, alors quelque chose qui est beaucoup dans les journaux aujourd'hui et qui est un effet induit de la crise, c'est la pénurie logistique. Donc aujourd'hui, voilà, c'est difficile de trouver un container, et quand vous en trouvez un, il coûte à peu près 4 fois plus cher qu'avant. Donc tout ça fait que il y a une remise en cause réelle et très sérieuse de ce qui était fait avant et de la manière de le faire aujourd'hui. Et voilà, il y a beaucoup de questions qui, en tout cas, sont en suspens et auxquelles il faut trouver des réponses. Donc comment on fait? L'idée n'était pas de peindre un tableau trop noir, hein, mais l'idée c'est aussi d'avoir un témoignage que beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes à l'export ont pu connaître. Il y a des solutions, hein. Il y a plein de choses qui ont été mises en place par la Mère Poulard par exemple, et on en reparlera, et par d'autres entreprises, mais c'était important de pouvoir poser ce contexte. Comment on fait? L'idée, c'est de vraiment être dans une stratégie vertueuse. On a découpé en 5 étapes qui nous ont semblé être des étapes importantes et sur lesquelles on va revenir. Guillaume va pouvoir détailler chacune de ces étapes avec des solutions concrètes qui peuvent être mises en place, qui sont les 5 étapes que vous voyez là. L'idée, c'est d'abord de travailler sa stratégie, de bien identifier sa source, de bien connaître quels sont les leviers, quels sont les usages, qui est votre consommateur, est-ce que vous êtes en B2B, est-ce que vous êtes en B2B2C, est-ce que... Voilà. Quelles sont vraiment les étapes de votre tunnel, bien comprendre les usages de chacun, pour après, derrière, définir les leviers, faire de la mise en œuvre, tenter plein de choses. Il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner, mais l'idée, c'est de vraiment faire ce qu'on appelle dans la startup des MVP rapides pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et appuyer fort sur ce qui fonctionne. Donc là, on va essayer de détailler un petit peu cette méthode avec Guillaume. Tout à fait. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que donc là, on est sur une démarche, une approche qui peut s'appliquer vraiment sur l'ensemble des différents canaux. On va parler beaucoup de digital, forcément, parce que avec l'absence, comme nous l'a expliqué Franck, de présence et d'interaction en physique, forcément, on a beaucoup de choses qui se sont déplacées vers l'aspect digital. Aujourd'hui, on est dans une situation où on va revenir vers une sorte d'entre-deux, avec on va garder finalement ces opportunités digitales qu'on a pu construire, on va essayer de faire peut-être même de les faire accélérer, et on va revenir également à un certain nombre. Franck, tu nous disais que tu avais commencé à reprendre l'avion récemment. On va pouvoir aussi remettre justement de l'humain, de la relation, qui est extrêmement importante dans la partie lead et dans la partie commerciale. Donc pour générer des leads, vous avez tous des activités qui vont être différentes dans la salle.
Vous allez avoir des personnes qui vont être plutôt en B2C, d'autres en B2B, d'autres en B2B2C. Donc vous allez forcément avoir la nécessité de pouvoir adapter tout ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à vos marchés. Mais l'idée, c'est de transmettre un petit peu finalement le point de départ et la réflexion qu'on peut avoir du coup lorsqu'on travaille international sur les différentes étapes qu'a mentionné Arnaud. Donc la première étape, vraiment toujours pour lorsqu'on mène ce cercle vertueux, c'est du coup de travailler sur la stratégie forcément et de bien déterminer vers où on va, comment, à quel objectif, et derrière qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour y aller. Donc avant de partir sur un pays, on a mis 4 grands ensembles, 4 grandes questions finalement à se poser et à bien valider. La première, ça va être de regarder comment est-ce que finalement, quel va être le niveau de vie, quelle va être la capacité, le pouvoir d'achat qu'on va pouvoir avoir dans les différents pays. Forcément, lorsque vous êtes sur un pays, vous allez devoir aller adapter du coup vos produits et votre positionnement et votre communication dans ce pays-là. Vous allez devoir forcément tenir compte des codes, des us et des coutumes qui vont être différents, je ne vous apprends rien, mais aussi bien dans une stratégie digitale que dans tout autre type de stratégie, ils vont être extrêmement importants. Deuxième point, ça va être sur les attentes des consommateurs de ces pays. Les attentes vont permettre de pouvoir jauger et calibrer le niveau de service que vous allez pouvoir apporter. Ça peut être sur des logiques de délai de livraison, ça peut être sur des logiques de réponse, de retour, ça va être sur potentiellement aussi les services que vous allez attendre lorsque vous allez chercher, comme le disait Franck, un distributeur ou un importateur. Donc la bonne connaissance, en tout cas des niveaux de service attendus, va vous permettre de jauger tout ça. Les us et coutumes, j'en ai parlé, mais ils sont évidemment extrêmement importants. Vous avez eu certainement d'autres interventions aujourd'hui qui allaient parler de positionnement, de merchandising, de sémantique. C'est des choses qui vont être extrêmement importantes évidemment dans le digital parce qu'on va être sur de l'instantanéité. Autant on est sur des choses où, comme le disait Franck, on avait beaucoup de relations en one-one, du réseau, des choses qui se construisent sur la confiance. Autant sur la partie digitale, on est tellement soumis à une somme d'informations, à une somme de possibilités de contact, qu'il faut arriver à trouver justement les mots justes et les trouver dès le début. On sait que lorsqu'on arrive sur un site, on va avoir 3 secondes pour se faire son avis sur ce qu'on souhaite aller plus loin dans la navigation. Ça illustre vraiment le fossé que l'on a avec une relation humaine où on va prendre le temps de discuter, d'échanger et de se connaître. Donc j'insiste encore par rapport à mon introduction, le digital c'est vraiment un outil, un levier, mais qui vient s'intégrer dans l'ensemble du corpus, de toute la déroulée. Le dernier point, il est par rapport évidemment au marché que vous allez adresser. Vous avez forcément comme le disait Franck encore une fois, des différentes formes de pouvoir aller attaquer un marché, soit par rapport à des distributeurs, soit par rapport à des ventes en direct, soit par rapport à des retailers. Vous avez également du coup un univers concurrentiel qui va forcément être différent sur chacun des pays. Donc pour pouvoir vous dire, est-ce que j'ai une chance d'aller sur ce pays-là? Est-ce que j'ai des opportunités à aller exploiter pour pouvoir développer mon activité? Il faut vraiment aller regarder le potentiel, le marché en tant que tel, les us et coutumes pour voir comment est-ce que vos produits et vos services sont adaptés, et puis vraiment le poids, l'activité en tout cas existante forcément sur le marché. On a des marchés sur lesquels vous allez avoir une prépondérance de 2-3 acteurs, d'autres qui vont être sur quelque chose de beaucoup plus étalé, beaucoup plus granulaire dans les différents acteurs présents. Donc c'est de pouvoir étudier ça et de savoir finalement comment est-ce que vous allez pouvoir vous placer et fixer vos objectifs du coup d'année en année. Un exemple qui revient très régulièrement et que vous avez certainement déjà vu, c'est l'exemple du Big Mac. Quand vous allez prendre un Big Mac à New York, quand vous allez en prendre un à Genève ou quand vous allez en chercher un, je ne sais pas, peut-être à Sydney, vous allez avoir des ingrédients qui vont être différents. Vous allez avoir également la taille qui va être différente, vous allez forcément avoir le prix. Généralement, le packaging va être différent également, en fonction des attentes. Vous avez certainement vu que le packaging de McDo avait évolué en passant d'une boîte en carton à des systèmes un petit peu plus sur du papier, en lien du coup avec des attentes et des choses qui touchent en tout cas les consommateurs français. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut tenir compte, évidemment lorsqu'on va sur un marché pour pouvoir arriver, comme je vous le disais, à se placer au bon prix avec finalement les bons produits. Pour pouvoir justement travailler sur ces outils et cette méthodologie, comme je vous l'ai dit, commencé à le dire, on a vraiment deux grandes possibilités finalement de travailler. La première, ça va être de travailler, comme le disait Franck, en lien avec les distributeurs locaux, distributeurs importateurs locaux, qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir faire une entrée rapide sur un marché.
vous avez besoin d'aller générer du coup du contact vers ces personnes-là, de les identifier. Une fois que vous les avez identifiés, c'est eux qui vont se faire le relais finalement de toute la distribution au sein du pays. Donc finalement, l'enjeu, il va être vraiment extrêmement qualitatif. Donc vous allez devoir finalement transposer cette logique finalement de réseau dont on parlait tout à l'heure vers un aspect digital pour pouvoir initier cette démarche-là, avec des points forts et des points faibles. On pourra revenir dessus juste après. Le point fort, c'est que ces distributeurs vont avoir une connaissance très fine du marché sur lequel ils sont, nécessairement. Les points faibles, c'est que vous avez également du coup, des logiques de marge ou de rentabilité qui sont forcément à mesurer, et donc il faut tenir compte forcément par rapport au poids et à la relation que vous pouvez avoir avec ces différents distributeurs. Du coup, Franck, c'est quelque chose sur lequel l'aspect réseau et l'échange, quelque chose que tu as vu évoluer également ces derniers temps. Alors, oui, ce qu'il faut bien comprendre dans un métier comme le mien, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs strates à convaincre avant de vraiment avoir un acte d'achat qui veut dire quelque chose. Donc, aujourd'hui, quand vous vendez à des importateurs-distributeurs, il faut convaincre l'importateur-distributeur de vous distribuer, les conditions dans lesquelles c'est fait, etc. Ensuite, lui-même doit convaincre des chaînes de magasins de lister vos produits, de référencer vos produits. Voilà, et c'est mieux quand c'est bien fait, donc c'est-à-dire avec les produits qui soient visibles sur les bonnes étagères, etc., avoir des mises en avant, etc. Mais ensuite, l'acte vraiment final et qui a de la valeur, c'est simplement quand le consommateur l'achète en rayon. Donc c'est là où il y a vraiment quelque chose qui veut dire quelque chose, quoi. Le reste, ce n'est que... On déplace des stocks de marchandises, mais on ne crée pas une démarche commerciale, on ne fidélise pas un consommateur, on ne recrute pas des consommateurs. Et donc c'est toute cette chaîne, toutes ces trois strates qui sont vraiment vitales, quoi. Donc vous allez... la meilleure chose que vous pouvez faire pour convaincre un distributeur de travailler avec vous, c'est de lui démontrer ou de mettre en place les moyens pour que l'acte d'achat soit fait. Alors, acte d'achat, et derrière, c'est même pas encore fini, ça veut dire acte d'achat, c'est bien quand vous achetez une fois, mais c'est bien aussi quand vous rachète. Donc voilà, donc là, il y a des systèmes de pull et puis de push aussi, comme ça peut l'être dans le marketing digital. Donc, pousser les produits dans les magasins, mais aussi pousser le consommateur à prendre les produits dans les magasins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ensuite, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment les choses se sont redéployées par rapport à ce que j'ai dit avant? Donc, il y a plusieurs choses assez concrètes qu'on peut faire en l'absence de voyage, de contact en direct avec vos interlocuteurs. Bon, par exemple, il existe à l'export des databases. Alors, des databases, ça veut dire que vous pouvez acquérir, c'est pas très cher, une base de données, il y en a plusieurs qui existent, dans lesquelles vous avez... alors, il y a une database qui est importateur-distributeur, une autre qui est chaîne de magasins, donc des retailers dans le monde, avec donc c'est très concret, hein, vous allez filtrer un pays qui vous intéresse, vous allez filtrer sur une catégorie de produits qui vous intéressent, bon, biscuits, confectionery, des choses comme ça, boissons, et vous pouvez filtrer aussi par des marques qui vous intéressent, ça c'est important. Quand vous allez sur les marchés, en fait, vous allez vous apercevoir souvent, moi j'ai un avantage par rapport à plein d'autres métiers, c'est qu'en fait le marché il est devant mes yeux, hein, donc si vous débarquez demain aux Émirats Arabes Unis, vous allez chez Carrefour, le marché il est là, quoi. Donc tout est visible, hein. Donc, et souvent on se rend compte qu'il y a des gens qui font à peu près le même métier que vous et qui le font très bien, qui ont une présence, un positionnement qui est très bon dans plein de pays. Donc ils ont un vrai savoir-faire, et donc là aussi vous pouvez prendre cette database et vous pouvez filtrer sur cette marque-là, et vous allez avoir à peu près très très rapidement leur distributeur dans plein de pays du monde, quoi. Alors quand je dis vous avez accès à des distributeurs, donc vous identifiez des entreprises, et ça va même au-delà de ça, que vous avez des adresses email de personnes compétentes qui représentent au sein de ce distributeur la catégorie qui vous intéresse. Donc après, vous transformez ça directement avec un email. Donc ça c'est une chose qui a été faite. Donc voilà, bon, je ne fais pas de pub là-dessus, mais il y en a une qui s'appelle Export Solution, qui dans l'agroalimentaire est
est très bien. Il y en a une autre qui s'appelle Best Food Importers aussi. Donc voilà, ça c'est des choses, c'est des raccourcis qui peuvent, à distance, vous permettre de toucher des gens qui vous intéressent. Ensuite, il y a eu aussi des salons virtuels. Donc je disais par exemple, le CIAL n'a pas eu lieu. Bon, il y a eu des rendez-vous virtuels qui ont eu lieu. C'est plus compliqué, ça demande plus de planification, mais à la fin, si voilà, des gens de bonne volonté et qui sont intéressés, si les deux parties sont intéressées, c'est des choses qui se sont faites. Et finalement, ça demande plus de préparation, mais ça peut être des choses qui sont assez opérationnelles. Donc vous faites une visio avec un distributeur dans un pays qui vous intéresse, vous parlez, vous échangez, vous lui montrez vos échantillons, vous lui envoyez les échantillons par la suite. Vous pouvez bâtir en tout cas les prémices d'un petit business plan en 1 heure de temps avec lui en visio, c'est possible aussi. Ensuite, il y a quelque chose aussi que tout le monde a sur son smartphone, c'est LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est aussi quelque chose qui, en fait, il y a plein de choses là-dedans. Alors, je crois, moi, j'avais jamais fouillé LinkedIn autant que l'année passée. Mais en fait, vous pouvez là aussi toucher des gens qui vous intéressent. Ça demande un petit peu de recherche, mais des entreprises, il y a des mots-clés aussi qui fonctionnent pas mal, ou par bouche à oreille, vous connaissez le nom d'un distributeur ou d'un partenaire potentiel, vous ne connaissez pas son nom, vous mettez le nom de l'entreprise et vous allez trouver le nom, vous allez même voir les postes, etc. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont disponibles à tout le monde. Il faut y passer un petit peu de temps, mais c'est du temps qui est bien utilisé. Et également, alors toujours, hein, malgré tout ça, le réseau demeure super important parce que c'est vrai que ça permet de gagner du temps, d'être efficace et voilà, d'avoir vraiment une connexion assez rapide avec des interlocuteurs, alors que voilà, ça pourrait prendre pas mal de temps si on ne l'avait pas. Merci Franck. Il y a également un point qu'on a évoqué tout à l'heure lorsqu'on a parlé des relations qu'on avait avec des nouveaux distributeurs locaux. C'est justement l'image de marque, de la marque du coup, dans le pays cible. Et donc en cela, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir aussi aller soit accompagner les distributeurs, on en parlait tout à l'heure avec des exemples avec Arnaud, mais également de pouvoir aller s'attacher sur des actions de communication qui peuvent parfois être menées depuis la France pour pouvoir justement aller appuyer également le positionnement et ouvrir finalement le marché vers le consommateur final, qui est, comme l'a dit Franck tout à l'heure, la personne finalement que l'on souhaite toucher. Je peux peut-être donner un exemple là-dessus, parce que j'en ai un ou deux voilà, qui me viennent en tête quand tu dis ça, mais par exemple, encore une fois, c'est comment faire en sorte que le consommateur vous achète. Donc il y a une problématique, c'est gagner de la distribution, ça c'est sans doute le numéro 1, mais de suite vient le numéro 2, ce qui est comment convaincre le consommateur de vous acheter. Je vais prendre 2 exemples qui sont de choses qu'on a faites. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la mer Poulard, la relation avec le Mont-Saint-Michel. Donc on a un petit peu les clés du Mont-Saint-Michel et on n'est pas une grande entreprise, on n'a pas des millions de budget marketing, etc. Pas du tout. Par contre, on a un accès quand même au Mont-Saint-Michel. Et là, c'est de se dire comment on peut capitaliser là-dessus. Donc un exemple qu'on avait fait, c'était un média-tour, on avait appelé ça avec nos distributeurs coréens et japonais, donc deux événements distincts dans lesquels on avait invité alors des journalistes donc coréens et japonais. Encore une fois, hein, c'était 2 événements séparés, des influenceurs, des blogueurs. Sur le Japon, il y avait la couche supplémentaire qui était une dessinatrice de manga qui est connue au Japon et qui est un petit peu une référence dans certains business de produits de grande consommation. Donc ces gens-là viennent là, et vous passez 3 jours avec eux, ils mangent l'omelette, ils visitent, ils font la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel, tout ça, ils en prennent plein les yeux, ils visitent la biscuiterie, et ils repartent. Et ensuite, voilà, là vous créez du contenu en tant que voilà, donc ça peut être sur des médias traditionnels. On était par exemple dans un magazine qui s'appelle Métro, qui est à Hong Kong, qui est distribué dans les stations de métro là gratuitement. Et après c'est du online, de Instagram, etc. Pour mettre en valeur le contenu de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et là, ça donne vraiment de la valeur à votre marque auprès de votre partenaire local, le distributeur, parce qu'il dit, bon, ouais, alors là, c'est pas mal, tout le monde ne peut pas faire ça.
Et également, évidemment, vous communiquez votre marque, donc la brand awareness de votre marque se développe auprès de la population ciblée. Donc là, on est vraiment dans un effet vraiment très intéressant pour le développement d'une marque sur un pays donné. Voilà, si je résume un petit peu du coup la partie stratégie. Donc lorsqu'on va se développer sur un marché, générer du lead sur ce marché, c'est important du coup de pouvoir aller bien identifier ce que l'on peut aller chercher, finalement développer sur ce marché-là, en analysant du coup les indicateurs que je vous donnais tout à l'heure, plus de réfléchir du coup sur les différentes strates de pénétration de ce marché. Aussi bien du coup les bons interlocuteurs que l'on souhaite toucher, plus après du coup les relais et enfin la notoriété. On sait que dans le monde, on va avoir forcément des outils qui vont être différents et qui vont permettre un ciblage qui vont être nécessairement différents selon les outils. Donc un autre point à bien garder en tête, c'est qu'une fois que vous allez avoir bien identifié la zone, le pays sur lequel vous souhaitez aller développer votre activité, il va falloir s'attacher également à regarder comment est-ce que les personnes accèdent à l'information dans ces pays. On va avoir des pays qui vont être plutôt asiatiques, qui vont être tournés très largement sur la partie sociale, sur les interactions. D'autres, on va être plutôt sur des logiques de recherche où on va aller plutôt utiliser, par exemple, des moteurs comme tout le monde connaît Google ou Bing, par exemple. Donc, on va avoir des parts de marché de ces outils qui vont nécessairement être très différents. On va avoir aussi, par exemple, je sais pas, en Russie, on va avoir Yandex, aux États-Unis, on va avoir une part de Yahoo, historiquement, qui va être plus importante. Donc, nécessairement, on va devoir aussi se pencher sur quels outils on va pouvoir utiliser pour pouvoir se mettre en avant et pouvoir, du coup, générer des contacts. On a deux grandes manières, du coup, de générer ces contacts et d'activer, du coup, les leviers d'action, comme nous les avons mentionnés. On va les catégoriser en deux grandes parties, la partie inbound, la partie outbound. L'inbound, finalement, c'est des éléments dont on a commencé un petit peu à parler rapidement. Ça va tourner autour de l'expertise. Ça va être de mettre en avant, finalement, tout votre savoir-faire, finalement, ce qui vous caractérise, toutes les forces finalement, de ce que vous êtes et de ce que vous proposez, et de les mettre en avant par rapport à des contenus à valeur ajoutée. Ça peut être des guides, par exemple, sur certains pays. Ça peut être, alors par exemple, on a des clients dans l'immobilier qui vont faire des retours d'expérience sur l'immobilier dans telle ou telle zone, sur tel ou tel marché, qui vont prendre la parole et qui vont se poser en tant qu'experts dans une zone géographique et qui vont nécessairement, du coup, aller chercher du coup, leurs clients finaux par ce biais-là, par le biais de l'attractivité. On va également du coup avoir, on en a parlé tout à l'heure, des salons virtuels, des webinars, etc. Et du coup, la force du réseau, dont parlait également Franck tout à l'heure, est extrêmement importante. Le deuxième levier, il va être plutôt sur la partie, donc la partie où on va push, donc on va aller chercher des personnes par rapport à leur profil. On ne va pas attendre qu'ils viennent nous trouver par rapport à notre expertise, mais on va essayer d'aller les identifier par rapport à finalement qui ils sont et les informations qu'ils auront laissées. Donc pour ça, on va très largement s'appuyer, si je prends des exemples plutôt européens, sur des réseaux sociaux, par exemple, qui vont être du LinkedIn pour la partie pro, mais également du Facebook ou de l'Instagram qu'on a cité tout à l'heure, aussi bien sur des leviers un petit peu plus B2C. Et donc tout ça va nous permettre de pouvoir aller finalement toucher des personnes par rapport à un profil. Je donnerai un exemple tout à l'heure avec LinkedIn. Juste en complément sur cette partie-là, donc on revient à la notion de cible. Ce qui est assez important, c'est de voir quel est votre historique sur un marché. Le inbound, le outbound, souvent, c'est très complémentaire. C'est-à-dire que vous voulez attaquer un marché sur lequel vous n'êtes pas encore présent. Idéalement, il faut lancer les deux actions en parallèle. On va prendre l'exemple de la visibilité sur Google. Idéalement, on commence tout de suite à travailler ces actions SEO. Je sais pas, on va créer sur son site une page ou un site dédié au pays, avec dans la langue du pays et tout ça. Le truc, c'est que ça ne va pas générer des leads tout de suite. Le temps que le site soit indexé par Google, que ça commence à ranker, que vous ayez des liens, enfin voilà, que toute la stratégie SEO se mette en place, ça met un peu de temps. Du coup, souvent, on va compenser ça par du budget outbound, donc par de l'AdWords, typiquement, par du Google AdWords, et on va se dire qu'on met beaucoup de budget AdWords pendant les 6 premiers mois, le temps que notre site monte en référencement, et au bout d'un moment, ça va se compenser. Vous allez avoir des leads qui vont commencer à arriver en SEO de manière naturelle et vous allez commencer à pouvoir baisser vos budgets sur du SEO. Ce qui ne va pas du tout être le cas sur des pays où vous avez un historique assez fort, où vous avez déjà de la visibilité, vous avez déjà des partenaires. Donc il faut vraiment adapter en fonction des pays, en fonction de
votre historique en fait, d'acquisition, de se dire j'appuie ou j'appuie pas. Gardez juste en tête que l'avantage de ce qu'on voit sur leur bande, que ce soit du post sponsorisé sur les réseaux sociaux, que ce soit de l'AdWords, on appuie sur un bouton, on est visible tout de suite. Donc ça permet tout de suite de générer des leads. Mais ça a un coût. Donc il faut toujours avoir une réflexion inbound sur de l'acquisition, après derrière qui coûte pas rien, on ne peut pas dire que le SEO coûte rien, mais en tout cas qui coûte moins, on a des coûts d'acquisition qui sont moindres. Et si on ne les enclenche pas dès le départ, on va rester que sur de l'outbound, on va avoir des dépenses qui vont rester stables tout le temps, et du coup on va avoir des coûts d'acquisition qui risquent d'être assez forts sur certains leads. Pour compléter, du coup, sur la partie budget, c'est aussi important de pouvoir, quand on parlait tout à l'heure de pouvoir d'achat dans certains pays, on a aussi des coûts, forcément, qu'on parle de TJM ou Franck parlait tout à l'heure de location de contact, de base, etc. Forcément, on va avoir des coûts qui vont être proportionnés au coût de la vie, finalement, par rapport au pays que l'on souhaite également adresser. Donc c'est aussi extrêmement important de pouvoir dimensionner son budget en se disant, par exemple, j'ai envie d'aller me développer dans un pays, par exemple un pays nordique, je sais pas, Finlande, Suède, je ne vais pas mettre forcément le même budget, on va dire, à développement, je pars de zéro, par rapport à je sais pas, l'Espagne ou un autre pays d'Europe sur lequel on va avoir peut-être des TJM qui vont être un petit peu moins importants. Donc il y a évidemment une démarche de dimensionnement, en tout cas par rapport à vos objectifs que vous souhaitez atteindre, mais il faut aussi forcément le mettre au regard également du marché sur lequel vous allez vous développer. On a, pareil, lorsqu'on raisonne sur des logiques d'acquisition payante, on va avoir des coûts par clic qui vont être forcément différents sur un même outil entre deux pays, parce qu'on va avoir un univers concurrentiel qui va être différent. Et donc, il faut vraiment, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps sur la phase d'analyse et de dimensionnement. Il faut vraiment prendre en compte la concurrence et le contexte dans lequel forcément vous souhaitez vous développer. Deux exemples pour pouvoir illustrer ça. Le premier, Arnaud a commencé à l'évoquer sur la partie référencement naturel. Et très justement dit, c'est quelque chose à initier vraiment dès le début pour pouvoir avoir quelque chose. C'est vraiment une démarche pérenne et donc plutôt à l'initier, plus c'est intéressant. Donc une stratégie de SEO, finalement, qu'elle soit à l'international ou qu'elle soit sur une dimension nationale, quelque part, les mécaniques vont être relativement les mêmes, hormis que l'on va devoir du coup s'appuyer sur potentiellement des partenariats locaux, etc., pour pouvoir développer et avoir des liens et arriver à générer de la visibilité aussi par ce biais-là. Grosso modo, on va avoir 4 grandes étapes. Le premier, ça va être de pouvoir construire un aspect plutôt sémantique et contenu. Ça va être de pouvoir créer du coup des contenus qui soient dans la bonne langue, qui soient bien adaptés aux us et aux coutumes du pays. Et donc pour ça, de pouvoir arriver finalement à parler correctement par rapport évidemment au marché que vous souhaitez cibler et aux interlocuteurs que vous souhaitez avoir. Le deuxième point, il va être lié à un aspect technique. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure du coup sur le site de la Mercouleur qui est bien fait sur cet aspect-là, félicitations. Où vous allez devoir rajouter des éléments qui vont expliquer aux moteurs de recherche, notamment à Google, à quelle cible, en fait, à quel pays et à quelle personne, parlant quelle langue, est-ce que ce site va être dédié. Ça permet de pouvoir éviter, notamment, par exemple, lorsque vous êtes sur un marché qui va avoir une même langue. Par exemple, je prends l'exemple de la Belgique. Vous allez avoir Belgique francophone et vous allez avoir le site français. Ça évite de pouvoir avoir une cannibalisation un petit peu malheureuse du coup d'un des sites qui va s'imposer sur le marché d'un autre. Généralement, c'est plutôt les sites français qui empiètent du coup sur les sites belges. Et donc, du coup, c'est un petit peu dommage par rapport au service que vous souhaitez rendre. Donc pour ça, il y a quelques éléments techniques, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, qui permettent de s'affranchir de tout ça. Troisième point, Google part du principe, Google et les autres moteurs de recherche d'ailleurs partent du principe que pour qu'un site soit bien positionné, il faut qu'il soit légitime sur son marché. Pour être légitime, il faut qu'il y ait des gens qui parlent de vous, qui vous connaissent, et donc qui puissent finalement faire des liens vers votre site, de manière à finalement le valoriser et à se porter caution finalement quelque part de votre site. Donc la logique de partenariat dont je parlais tout à l'heure sur les marchés, elle va être extrêmement importante parce qu'elle va permettre de pouvoir arriver à obtenir justement ces premiers liens qui viennent du pays cible et qui vont permettre à Google de se dire oui, ce site-là, ce n'est pas un site qui vient de l'autre bout de la planète et qui essaye de se positionner sur un marché mais qui n'a aucune légitimité. Il est vraiment ancré. Il a des relations business, il a des relations d'affaires avec d'autres sites de ce pays-là, et donc il est plus légitime.
Donc lorsqu'on souhaite monter un site avec une vocation d'aller se développer sur un autre pays, c'est extrêmement important de travailler également cette stratégie qu'on appelle de linking, de netlinking, pour pouvoir arriver à travailler cet indicateur-là. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle une approche G-locale, hein, c'est pour une approche globale, mais que l'on va appliquer localement. L'idée, c'est de pouvoir arriver à mesurer finalement l'ensemble des résultats que vous pouvez avoir, tant en termes de mots-clés positionnés, qu'en termes de trafic, qu'en termes de performance, par rapport à des objectifs globaux que vous pouvez avoir, et du coup, évidemment, à des objectifs locaux sur chacun des marchés sur lesquels vous êtes positionné. L'intérêt également de cette stratégie-là, c'est que vous pouvez avoir, par exemple, des contenus, sur la première partie, qui peuvent finalement être transverses. Vous allez avoir quelques-uns qui vont être, par exemple, des actualités de l'entreprise qui vont pouvoir servir finalement à valoriser et à aller positionner sur des mots-clés intéressants, finalement, sur l'ensemble des marchés. D'autres qui vont être extrêmement segmentés parce que vous allez avoir tel ou tel marronnier ou tel événement ou telle spécificité du marché qui font qu'ils ne seront complètement inutilisables sur un autre. Je peux juste faire un petit partage d'expérience sur cette partie-là, parce qu'elle est assez importante et vraiment la vraie bonne stratégie pérenne sur de l'acquisition à l'international, c'est le référencement naturel, c'est le SEO. Faut pas se dire que tout va passer par du payant, parce qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir une rentabilité folle. Je vous donne un petit exemple sur le premier point qui est assez central, c'est la partie contenu. Il y a deux stratégies de contenu. Donc quand on se positionne sur un mot-clé, on se positionne sur une expression, ce que va taper la personne sur Google. Deux solutions. Soit je me positionne sur le mot biscuit, auquel cas je vais avoir une concurrence très folle, et vraiment très importante, et je vais avoir du mal à me positionner parce que tout le monde est sur ce mot-là. Alors je vais essayer de m'y positionner, je vais faire du contenu dédié à ça, mais je ne vous conseille pas de faire 100% de votre stratégie là-dessus. Je vous conseille de faire de la stratégie, ce qu'on appelle de long trend, c'est-à-dire de plutôt se dire, OK, je vais prendre tous les termes connexes autour de ce mot-là. Biscuit avec des ingrédients sains. Biscuit pour tel type de typologie de personne. Biscuit qui répond à tel type de recette. Biscuit qui machin, et ainsi de suite. Et on tire le trait. Ce qu'on appelle la long trend. Vaut mieux se positionner dans les 3 premiers sur 1000 termes que d'être premier sur le gros terme. Petit conseil. Je vous donne un exemple. J'avais travaillé dans l'industrie automobile sur la stratégie SEO. Ce qu'on avait fait, on voulait attaquer l'Afrique. Il y avait des distributeurs qui étaient très présents sur cette partie-là, sur la partie pièces détachées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a référencé, on a créé un énorme catalogue où on a référencé toutes les références qui avaient marqué sur les pièces. Juste la petite référence, en se disant si quelqu'un tombe en panne, il va taper la référence, et puis du coup on est les seuls à avoir créé une page au nom de la référence. Ça a hyper bien marché. Et ça nous a coûté pas grand chose. On a passé beaucoup de temps parce on a créé, je sais plus, peut-être 5000 pages. Donc c'était un gros travail. Mais les pages après elles étaient créées. On a pris les positions dans le monde entier parce que personne n'avait créé des pages avec la référence du produit pile poil que la personne va taper quand elle a la pièce dans la main. Et on a réussi tout de suite à se positionner et tout de suite à avoir des commandes. Donc il faut vraiment, cette stratégie de contenu, elle est importante, et il faut essayer d'être plus malin et pas d'aller se battre où tout le monde se bat, mais plutôt d'aller se battre autour, là où finalement, je crois que les chiffres, mais tu dois mieux les connaître que moi, je crois qu'il y a à peu près 20% du marché qui est sur le mot-clé principal, le mot-clé générique de l'activité, et 80% du marché, c'est le Pareto, un classique, et 80% du marché qui est sur les mots-clés de long trend, donc les mots-clés connexes. Donc ayez peut-être cette logique-là en termes de stratégie de contenu. Tout à fait, c'est vraiment l'idée d'intention finalement de l'utilisateur. Quand un utilisateur va taper un mot-clé sur un moteur de recherche, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il recherche finalement, quelle est son intention derrière tout ça. Lorsqu'on va être sur un mot-clé très générique, on a souvent une personne qui est très en amont, vraiment très haut dans le funnel d'acquisition, et qui va plutôt rechercher quelque chose de générique, c'est pas encore vraiment ce qu'il recherche. Et dans l'exemple qu'a donné Arnaud, on sait qu'une personne qui recherche vraiment quelque chose de très précis, c'est parce qu'il en a vraiment besoin, et parce que il a besoin de cette pièce-là, en tout cas spécifiquement. Donc c'est vraiment de raisonner de cette manière-là avec les leads que vous souhaitez acquérir, et de vous dire finalement quels sont les éléments que j'ai dans mon activité, dans mes produits, que je peux mettre en avant et qui seraient très précis, qui permettraient justement de commencer à me faire ma place finalement dans le marché que je vise. Parce que déjà en France, c'est pas facile de se passer sur du générique, alors à l'international, quand on arrive sur un nouveau marché, c'est quasiment impossible, à moins d'avoir des énormes budgets et, comme disait Arnaud, d'avoir une grosse notoriété déjà présente. Exemple tout bête pour illustrer ça.
concrètement, vous achetez des chaussures sur Internet, je ne pense pas que vous allez taper chaussures sur Google. Vous allez taper, j'en sais rien, Stan Smith blanche et bleue, taille 42. Et si vous avez le bon résultat qui arrive avec le bon produit sur votre requête qui est très précise, vous allez acheter. La personne qui tape chaussure, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Donc potentiellement, elle ne va pas acheter. Donc ça ne va pas être un lead qui va se convertir assez facilement. Juste cette logique-là. En exemple concret justement par rapport à ces mots-clés, on a la possibilité d'utiliser des outils qui nous permettent de savoir finalement sur quel site, sur quel mot-clé un site va se positionner. Donc par exemple, on a, celui-ci c'est SEMrush, vous avez également d'autres outils, Href, voilà, d'autres outils qui existent pour pouvoir avoir une première version. Certains ont des versions freemium, et donc ça vous donne certaines informations sur finalement l'état du positionnement en SEO d'un site sur un marché donné. Alors on a pris avec l'accord de Franck du coup la mer Poulard en exemple. J'ai mis du coup trois graphiques. Un premier qui montre la répartition du trafic à l'international. Ce sont des estimations. C'est un outil qui va permettre de pouvoir, par rapport à un positionnement d'un mot-clé, essayer de faire une estimation de ce qu'il est possible que ça génère en termes de trafic. Donc ce ne sont pas des valeurs absolues. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une grosse partie, 79% sur la France, et puis on a quand même la partie US qui se développe avec 9,5%, et puis après on a du coup les autres marchés qui sont présents. Et donc on peut voir que déjà la mer Poulard a fait une certaine orientation sur la partie du coup USA. En tout cas, c'est ce qui ressort de manière très macro. Et ensuite, on peut voir deux autres informations. Le listing de mots-clés, donc finalement, typiquement, les exemples de mots-clés que des internautes ont recherchés et qui les ont amenés vers le site de la mer Poulard. Donc, lorsque vous étudiez, par exemple, des concurrents pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils se positionnent sur un marché, sur le marché que vous souhaitez attaquer, vous pouvez les regarder également ces informations-là pour vous dire, tiens, sa stratégie semble visiblement s'orienter vers telle ou telle typologie de service ou vers tel type de produit pour pouvoir juste, en tirer en tout cas des enseignements. Et enfin, on a des estimations de courbes de trafic qui permettent de savoir sur un marché comment est-ce que le trafic évolue. Est-ce que c'est quelque chose qui est très offensif, qui peut être très agressif, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt dans la tendance et qui se poursuit. Donc ça nous permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs, de KPI, qui nous permettent de pouvoir voir comment est-ce que nous on se positionne sur un marché et également comment est-ce que les concurrents vont pouvoir également être présents. Deux exemples, Arnaud finalement en a évoqué une petite partie. Lorsqu'on travaille du coup sur un site, vous avez compris qu'on travaille sur la partie sémantique, les mots-clés, et également sur la partie technique. Des choses qui sont importantes, ça va être par exemple de pouvoir avoir en tout cas l'ensemble des pages qui vont concerner une langue et un marché qui vont être bien regroupés. Alors on peut les travailler en sous-domaines, en mettant par exemple en.lamerpoulard.com, ou on peut les travailler en répertoire, lamerpoulard.com/en. C'est des choses qui vont permettre au moteur de recherche de pouvoir bien comprendre toutes les pages qui sont dans ce répertoire ou dans ce sous-domaine font partie en tout cas de ce marché-là. On a également le fait de pouvoir évidemment bien traduire le site et également de pouvoir mettre une classification d'informations qui va permettre à Google et à vos internautes de bien comprendre finalement l'ensemble de vos services. Très classique, vous allez me dire, mais c'est important de bien exprimer tous les mots-clés, notamment ce qu'on a pu voir dans l'exemple précédent, pour que Google puisse arriver à bien comprendre et vous positionner et vous trouver légitime sur ce marché. Le petit exemple d'optimisation technique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de pouvoir expliquer à Google, donc ça c'est des balises qui sont cachées, que l'internaute ne voit pas, mais que Google va pouvoir aller identifier dans le code de la page et qui va lui permettre de savoir à quelle destination, enfin quel public est destiné finalement cette page. Donc là, on voit que la version anglaise, elle est destinée pour un public anglais, tout va bien, avec la version com, donc traditionnelle, est destinée plutôt sur un public français. Voilà, ce qui est un positionnement, pourquoi pas, parce que l'entreprise est issue de France, donc c'est très bien. Mais après, on peut justement, évidemment, avoir des stratégies en se disant c'est de l'anglais pour l'Angleterre ou pour les US, enfin, on peut aller beaucoup plus loin, en tout cas, dans la démarche de ciblage. Un autre exemple, et je vais avancer rapidement parce que je vois que l'heure tourne, sur LinkedIn, on a la possibilité, donc là je vais plutôt montrer une campagne un petit peu plus push où on va aller chercher des internautes. On a possibilité du coup de cibler par rapport à des zones géographiques forcément, à des professions, depuis combien de temps est-ce que la personne est dans l'entreprise, le type d'entreprise, la taille de l'entreprise, etc., etc. Il y a des centaines et des centaines de critères qui nous permettent de pouvoir aller créer des audiences. Et c'est sur ces audiences que l'on va pouvoir aller communiquer et diffuser du coup des messages. Donc un exemple,
Typiquement, ça va être de pouvoir aller proposer par exemple un livre blanc que l'on va rédiger, sur lequel on va mettre en avant notre expertise et que l'on va aller pousser du coup aux personnes que l'on souhaite aller capter du coup sur ce marché. On va pour ça utiliser différents formats. Donc je vous ai mis 3 en exemple, on a évidemment d'autres en complément. Des éléments qui vont plutôt s'intégrer dans le fil de discussion. Donc vous êtes utilisateur de LinkedIn, j'imagine, donc vous allez largement en avoir dans vos fils de discussion. Donc c'est des éléments qui vont être soit des posts sponsorisés, soit des éléments graphiques un peu plus travaillés. Donc par exemple, on va avoir des carousels qui permettent de passer différents messages, d'avoir un contenu un petit peu plus riche qu'uniquement un post. On a également les in-mails, qui, comme je vous disais, qui vont être adressés à des cibles, à des audiences particulières et qui vont être envoyés dans les boîtes de réception de LinkedIn. Certains vont me dire c'est un petit peu intrusif, on en a beaucoup. Alors oui, ça s'est beaucoup développé. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment proposer une valeur ajoutée. C'est-à-dire que si vous êtes juste sur une logique, regardez, j'ai les meilleurs produits à rentrer en contact, bon, vous n'allez peut-être pas forcément avoir un taux de retour qui va être extrêmement intéressant. Par contre, si vous arrivez en expliquant que vous avez un bon contenu qui permettra à votre interlocuteur d'apprendre des choses sur le marché ou de découvrir une autre facette, en tout cas, de votre activité, vous avez des chances d'être un petit peu plus attractif et d'avoir un meilleur taux de retour. Juste petite question pour pouvoir adapter un petit peu le discours et les exemples. À main levée, qui est plutôt sur du B2B à rechercher à travailler auprès d'entreprises? Ok, je me doutais un petit peu. Donc clairement, donc LinkedIn Ads, AdWords, donc visibilité sur Google via de l'AdWords et de la publicité sur LinkedIn, c'est vraiment les 2 canaux qu'il faut privilégier. Si vous étiez sur du B2C, il faut attaquer sur le groupe Facebook, on va dire, donc avec du Facebook Ads et puis de l'Insta qui sont aujourd'hui du post-sponsor Insta. Vous, clairement, c'est LinkedIn Ads avec ces formats-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des coûts d'acquisition qui restent quand même plus importants que sur du LinkedIn, que sur du Facebook. C'est normal, hein, le panier moyen en B2B, c'est pas le même que le panier moyen en B2C, donc ils en jouent nécessairement. Ce qui veut dire qu'il faut adapter aussi les budgets que vous pouvez mettre en face. On est vite fait sur alors tu connais mieux ça que moi, mais sur du 4 à 8 euros par clic ou ce genre de choses-là. Hein, donc ça peut vite monter. C'est pour ça que le ciblage est assez important. Le minimum, effectivement, c'est 2 euros. Donc on voit vite qu'à 2 euros le clic, vu les taux de conversion qu'on peut avoir derrière, c'est nécessaire d'extrêmement bien cibler, en tout cas, ces campagnes. Justement par rapport aux indicateurs que l'on va pouvoir suivre. Donc vous l'avez bien compris, une stratégie de génération de leads, c'est pas monocanaux. On ne va pas être uniquement sur un canal pour pouvoir travailler et espérer générer du lead. Arnaud l'a bien rappelé avec l'exemple qu'il vient de donner à l'instant. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre finalement comment est-ce que finalement ces différents outils, ces différents canaux concourent à la performance que vous attendez. Et donc pour ça, on a des outils de data visualisation. Par exemple, le Data Studio de Google, qui est un outil qui est gratuit et qui permet de récupérer des informations de trafic, de conversion, issues de différentes sources. Donc vous pouvez aller créer des dashboards qui vous permettent de savoir rapidement comment est-ce que votre activité évolue sur un marché en particulier, à l'international, et avec différents indicateurs du coup, de suivi, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir maîtriser finalement le coût d'un lead. Vous connaissez, j'imagine tous, le coût par lead maximum que vous souhaitez avoir selon les types de leads que vous souhaitez générer. Ce type de tableau permet de savoir en un clin d'œil est-ce que vous êtes bien du coup dans les clous et qu'est-ce qu'il faut plutôt prioriser par rapport à quoi. Petit conseil, de par mon expérience, j'ai été côté agence et puis maintenant je suis côté annonceur. Demandez à votre agence systématiquement de vous mettre en place un dashboard de suivi de votre site internet. Ça leur prend pas de temps, c'est pas forcément à vous de le faire, mais ça vous permet tout de suite d'avoir des indicateurs sur qu'est-ce que les gens recherchent, est-ce que vous êtes visible, pas visible, quel est le coût de conversion, est-ce que voilà, vous avez tout un tas d'indicateurs. C'est pas énormément de travail pour les gens qui vous ont fait le site de vous faire ça en plus, et il vous le faut parce que c'est un pilotage très précieux pour pouvoir suivre l'activité de votre site internet. Et donc pour conclure, on a donc listé 6 tips. Ouais, donc six petits secrets qui résument un peu tout ce qu'on s'est dit là. Hein. L'idée, c'est vraiment d'identifier les leviers dans chaque pays et de ne pas hésiter à appuyer fort.
il faut tester, il y a des choses qui ne vont pas marcher, il faut accepter l'échec. Et sur 5 ou 6 dispositifs que vous allez tester, vous allez trouver le bon. Et une fois que vous avez trouvé le bon, il faut appuyer fort. Pas hésiter, je vous parlais juste avant de mettre le dashboard, pas hésiter à essayer de comprendre un peu quand même tout ce milieu technique, marketing digital et tout ça, au moins, sans devenir des experts, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne. Parce que derrière, vous allez pouvoir, avec votre connaissance marché, avec votre connaissance terrain, pouvoir avoir les bonnes idées. L'agence, l'expert du digital, il n'est pas sur le terrain comme vous, il ne sent pas le marché comme vous. Vous pourrez le sentir et vous pourrez tout de suite avoir les bons réflexes et pouvoir enclencher. Vous n'êtes pas des spécialistes, en tout cas, il y a peut-être des spécialistes dans la pièce, mais on est tous... Enfin voilà, il y en a certains d'entre vous qui n'êtes pas spécialistes en marketing digital, appuyez-vous sur des spécialistes. Je prends un exemple, hein, alors là je fais juste la pub d'Audencia 2 secondes, mais je pense que ça a un intérêt pour vous. On a, nous, des stagiaires, là je parlais avec Joy qui est dans la salle, qui me disait qu'elle est là aujourd'hui pour venir proposer des stagiaires en marketing digital, en commerce international. On a des gens de plein de pays différents qui recherchent tous des stages. Un stagiaire, ça peut être une manière de tester un certain nombre de dispositifs avec des gens qui sont formés pour voir s'il y a matière. Donc si vous êtes en recherche, n'hésitez pas à vous rapprocher de Joy. Mais le but n'était pas forcément de faire la pub de ça. Le but, c'était plus de se dire, tester des choses. Ça ne coûte pas forcément beaucoup d'argent, mais tester, il faut se lancer. Voilà, les échecs, on en a parlé. Les distributeurs locaux, là, je pense que tu as un petit mot à dire là-dessus, parce que c'est un point très important. Et apprendre à scaler, c'est-à-dire apprendre à vraiment être en capacité de passer les étapes et d'accélérer. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui marche, on accélère, parce que si vous ne le faites pas, c'est un concurrent qui va le faire. Et une fois que la place est prise, on peut prendre l'exemple de ceux qui ont eu le nez creux sur Instagram il y a quelques années et qui aujourd'hui ont des grosses communautés. Bon, aujourd'hui, ils les ont, les grosses communautés. Et ça a été les premiers à les constituer. Ça a été vrai par... voilà, c'est aujourd'hui, pour du B2C sur TikTok, c'est très facile de créer de la grosse communauté TikTok. Si vous faites du B2C, allez-y. Très vite, vous allez monter à 100 000 abonnés. Dans 2-3 ans, c'est pas gagné, quoi. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas hésiter à appuyer assez fort. Petit exemple sur les partenaires. Oui, sur les partenaires, c'est étant donné la distance qui se crée maintenant, le manque de contact physique que vous avez, donc la réunion que vous avez avec votre distributeur italien à Milan, l'après-midi que vous allez passer, les 3-4 heures, c'est très difficile de les retrouver aujourd'hui. Et ces 3-4 heures étaient très efficaces. C'est-à-dire en 3-4 heures, vous allez balayer plein de choses. À distance, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est comment les aider à faire sans vous. Donc, leur donner des moyens d'être un peu plus autonomes dans ce qu'ils font. Moi, j'allais voir des distributeurs. Voilà, j'avais une salle comme ça où il y avait des vendeurs dans la salle. Et puis, je leur faisais le storytelling, la mère Poulard, on montrait des produits, je les éduquais à vendre mes produits. Donc tout ça, c'est pas possible aujourd'hui. Donc là, des outils très simples, quand je dis digitaux, c'est de la vidéo, c'est digital. Donc donnez-leur une vidéo avec une vidéo qui est bien faite, passez un petit peu de temps à créer une belle vidéo que vous allez pouvoir partager avec l'ensemble de vos distributeurs qui disent l'histoire du Mont-Saint-Michel, du restaurant, de vos biscuits, en quoi vos biscuits sont différents, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, etc. Et ensuite, tout le monde va pouvoir voilà, c'est 5 minutes, vous appuyez sur un bouton, ou 3 minutes, vous en faire une version courte, une version longue pour vous adapter. Vous allez avoir la force de vente, le vendeur qui va avoir Walmart aux États-Unis, au lieu de dire votre histoire de manière complètement bordélique, il va appuyer sur un bouton, ça va être magique. Et puis voilà. Donc ça, c'est le genre de choses, dotez-leur de choses d'outils qui permettent d'aller vite et de faire les choses bien, sans effort. Après, ça peut être aussi avoir tout simplement le PowerPoint qui est bien foutu, qui met en valeur vos produits, dans lequel il y a toutes les informations. Rendez leur vie la plus facile possible. Et enfin, peut-être aussi donnez-leur des actions, des animations. Alors quand je dis des promotions, c'est dans le sens, soyez force de proposition pour leur donner des packages avec des choses clés en main. Par exemple, vous avez un display avec des biscuits à l'intérieur, pré-remplis, que vous faites en usine. Eux, ils n'ont qu'à les commander, à les placer dans les magasins. Voilà, là, vous les aidez, vous leur apportez quelque chose, vous leur proposez quelque chose, et vous ne vous en remettez pas juste à eux pour défendre votre marque, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils ont plein de choses à faire. Et voilà, et le fait de leur faciliter leur métier fait que vous passez avant les autres.
On va peut-être passer directement aux questions-réponses parce que je vois que le temps est déjà... On va se faire virer là. Ouais, on va se faire virer dans 2 minutes. Est-ce que certains d'entre vous auraient peut-être des questions un peu précises sur leur activité ou sur certains dispositifs où vous souhaiteriez avoir des informations? Bonjour, Tancred Duréo, merci pour votre témoignage, très intéressant. J'avais une question concernant la traduction des sites, parce que ça peut prendre du temps. J'espère qu'il n'y a pas de traducteur ou traductrice dans la salle. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent, parce qu'avec l'intelligence artificielle qui a beaucoup évolué, je pense que quand vous avez tous utilisé Google Translate, apparemment... il y a des solutions neuronales qui sont très poussées et qui proposent un niveau de traduction presque équivalent à celui des traducteurs. Je voulais savoir juste ce que vous pensiez de ce genre de solution pour démarrer. Voilà. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que c'est une vraie bonne idée? Ça dépend pour quel type de contenu. En fait, vous avez ces types de contenus-là et ces outils vont être très bien lorsque vous êtes sur une logique de répliquer une information sur un autre marché. Donc des choses qui vont toucher finalement à votre ADN, voilà, descriptif de la société, etc. Par contre, ils ne sont pas suffisants lorsque vous souhaitez aller toucher les éléments de différenciation d'un marché en particulier. Par exemple, sur tout ce qui va être, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir des marchés qui vont être plus sensibles à certains services. Et dans ce cas-là, c'est nécessaire de pouvoir compléter cette action-là avec des contenus spécifiquement dédiés au pays que vous allez créer sur des pages à part entière et qui vont être vraiment dédiées à ces pays-là. J'ai à peu près le même avis. En effet, ça a ses limites. C'est bien sur des volumes, des petits volumes. Mais dès qu'on va vouloir avoir vraiment de la communication très ciblée, ça va plus répondre parce que en fait, il reste sur des algorithmes qui prennent des traductions assez basiques et qui ne prennent pas en compte les vraies expressions qui sont réellement recherchées. La bonne technique, c'est peut-être d'utiliser ces outils et de faire une petite étude sémantique à côté. Donc de passer par une agence SEO locale ou peu importe, où il y a des outils même libres de service pour voir un peu les volumes de recherche derrière. Je conseille toujours de regarder les volumes de recherche. En fait, il y a des choses qui sont très simples pour regarder un marché. Il suffit de taper dans Google. Quand vous tapez une recherche dans Google, au début, vous avez le nombre de résultats qui apparaît. Et en fonction de vous installer un petit proxy là, sur votre ordinateur et vous pouvez vous positionner comme si vous étiez dans tel ou tel pays assez simplement et vous regardez le nombre de résultats et de vous-même très rapidement vous allez voir les volumétries en fait et les mots-clés qui sont réellement posés et peut-être ajouter ces termes-là à un outil automatisé comme ça. On commence à avoir un truc qui est sur de l'entre-deux mais qui commence à être un petit peu plus fin. Mais je comprends que le traducteur, mais les traducteurs c'est très précieux. Hein. Après, nous, on a l'habitude de les utiliser parce qu'ils ont une vraie connaissance culture, mais ça a un coût nécessairement. Il y a peut-être, on me dit pas d'autres questions. Bon. Ouais. Tant pis, on est disponible si vous voulez, on est disponible pour répondre à des questions avec grand plaisir, vous rencontrer. Mais on doit laisser la salle. On nous demande. Merci beaucoup. Merci. Merci.